Kigali au Rwanda, le 27e sommet de l'Union africaine s'est officiellement ouvert aujourd'hui. Les chefs d'État se sont retrouvés auparavant à huis clos pour évoquer la crise au Soudan du Sud, mais aussi la succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine, ainsi que l'éventuel retour du Maroc. Le gouvernement ivoirien vient de mettre en mission 31 personnes pour lutter contre la vie chère. Il compose le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, avec pour principale mission faire des propositions concrètes au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix. Le bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a reversé près de 115 millions de francs CFA à 869 ayants droit. Il s'agit des droits radio et télé. Plusieurs personnalités et hommes de culture ont reçu leur chèque au cours d'une cérémonie avant-hier au siège du Burida. Et puis, cet autre épisode de violence aux États-Unis. 3 policiers ont été tués et 3 autres ont été blessés ce dimanche lors d'une fusillade à Bâton Rouge en Louisiane. C'est dans cette ville que la mort d'un jeune noir début juillet avait provoqué une vague d'indignation et de manifestations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, direction Kigali au Rwanda où s'est tenue dans la journée la cérémonie d'ouverture du 27e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont retrouvés auparavant à huis clos pour évoquer la crise au Soudan du Sud, mais aussi la succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine, ainsi que l'éventuel retour du Maroc. Autre attraction de ce sommet, la remise des premiers passeports africains. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est de la partie. Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à Kigali. Des discours solennels pour une cérémonie solennelle entendaient l'ouverture des travaux du 27e sommet de l'Union africaine ce dimanche 17 juillet 2016 à Kigali. Le président du Rwanda, Paul Kagame, en souhaitant la bienvenue, a salué la qualité des personnalités présentes, au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État rwandais, cette présence constitue un grand honneur, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour l'Afrique entière. L'occasion aussi d'entendre la voix de la jeunesse africaine dont la porte-parole estime qu'elle représente une assurance pour le présent et une épargne pour le futur. Autre propos, celui venant de l'extérieur avec la présence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui voit l'Afrique comme un gage de développement et de paix à travers cette union, l'Union africaine en l'occurrence. Comme la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, celui qui en assure la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, se félicite des avancées de l'Union. Toutefois, Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, souligne que si l'Union africaine veut aller loin, elle doit œuvrer à s'affranchir du diktat de l'extérieur, tout en se donnant les moyens de faire face aux différents défis du développement, de l'intégration, la sécurité et la paix. Notre union nourrit de grandes ambitions pour réaliser son intégration économique et politique, en prenant en charge par elle-même la gestion des crises et conflits déstabilisant le continent. Ces nobles et légitimes ambitions ne sauraient se réaliser sans un mécanisme approprié de financement pérenne de l'Union. Je voudrais souligner la nécessité absolue de réduire, à défaut de mettre fin à la dépendance, je dis bien dépendance frustrante, voire compromettante du budget de l'Union des apports extérieurs au continent. Il convient également de noter que le bouclage à temps du budget annuel de l'organisation est le premier test de notre capacité et de notre volonté à nous affranchir de la tutelle extérieure. Séance tenante, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a reçu comme prévu son passeport africain à cette occasion d'ouverture des travaux du 27e sommet de l'Union africaine. Ce passeport, se voulant un élément sûr d'intégration, est pour l'instant réservé aux chefs d'État et ministres africains. Son attribution à toutes les populations sur le continent se fera progressivement. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement ivoirien vient de mettre en mission 31 personnes pour lutter contre la vie chère. Il compose le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, avec pour principale mission
faire des propositions concrètes au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix. Les précisions de Christelle Menard. 31 membres composent le nouveau Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Placé sous l'autorité du Premier ministre et la vice-présidence du ministre du Commerce, c'est une des recommandations du séminaire gouvernemental sur l'emploi et la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril 2014. Ces membres, issus du secteur public, d'organisations patronales et syndicales, d'associations de consommateurs et d'acteurs du vivrier et du commerce, ont pour mission principale de coordonner et de suivre la mise en œuvre des stratégies du gouvernement contre la vie chère. À ce titre, il est chargé 1. De faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. 2. De veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. 3. D'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur leur disponibilité sur toute l'étendue du territoire national. Le CNLVC devra aussi proposer au gouvernement des réponses aux revendications sociales liées à la flambée des prix des produits de première nécessité. Le regain de croissance fondé notamment sur la relance d'investissements publics et privés doit avoir un impact significatif sur la population en matière d'accès aux services publics de base. La question des prix et du panier de la ménagère a fini de placer la satisfaction de la demande sociale au rang des préoccupations majeures et devient un enjeu stratégique sur la scène politique, économique et sociale actuelle de notre pays. Dernière clause de ce nouveau contrat de lutte contre la vie chère, recueillir les propositions émanant des acteurs des différents secteurs et assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour améliorer le pouvoir d'achat des populations. Je vous propose un détour dans l'univers agricole à la découverte d'un phénomène dangereux pour le verger. Cela fait 2 semaines que des chenilles s'attaquent aux feuilles de cacaoyer. De plus de 700 hectares au début, le nouveau point fait état de plus de 3000 hectares affectés dans les départements de Tiasalé, Tahabo et Divo. Qu'est-ce qui est fait pour circonscrire le mal, surtout que le cacao est la mamelle nourricière de l'économie ivoirienne? Une interrogation qui a poussé notre spécialiste maison des questions agricoles à aller sur le terrain à la rencontre des producteurs et des pouvoirs publics. Un dossier de Noël Gnagno. Voici l'état d'une cacaoyère après le passage des chenilles Achaeacatocaloides, de son nom scientifique. Nous sommes au PK14 dans les environs de Hermakuno, sous-préfecture de Divo. Là, une autre plantation de cacao d'un producteur du village de Kondiebouman, dans la sous-préfecture de Morokro, département de Tiasalé. Le mâle est moins prononcé. Singularité de la chenille, elle est phytophage, c'est-à-dire elle se nourrit des végétaux. Elle commence par les jeunes feuilles. Et ce qui est aussi vraiment frappant, c'est qu'elle n'épargne rien. Toutes les cultures qu'elle trouve dans le champ, elle bouffe les feuilles. Laissons le soin aux jeunes cacaoculteurs du PK14 de nous expliquer le processus d'attaque de la chenille. Quand ils commencent à bouffer les feuilles, bon, ils ont des chenilles qui viennent un peu les bêtes noires comme ça. Voilà les déchets qui sont là. Ils commencent à bouffer de l'en haut jusqu'en bas. Donc on rentre dans le champ, c'est comme il y a des gouttes de pluie qui sont dans le champ, ça fait bec. Bon, au bout d'une semaine, vraiment, ils ont commencé à bouffer le champ. Même ici, il y a même un petit. Si vous arrivez au milieu du champ là-bas, non, vraiment, c'est la domination. Il n'y a plus de feuilles même sur les cacaoyers. Mamelle de l'économie ivoirienne, une interrogation s'impose d'entre deux jeux. Quel peut être l'impact de cette attaque sur la production nationale? Les zones atteintes sont véritablement très faibles. On parle de 15 000 hectares. Nous avons plus de 2 millions d'hectares de cacaoyers en Côte d'Ivoire. On produit plus de 1 700 000 tonnes. Donc on peut être rassuré. Mais nous restons vigilants. C'est extrêmement important pour nous. Pour cette vigilance, le Conseil du café cacao a déployé des moyens à la dimension de la nature du cacao, l'or brun de la Côte d'Ivoire. Le ministère nous a indiqué les produits phyto nécessaires et nous avons commandé donc la quantité suffisante que nous avons répartie dans tous les foyers qui sont apparus. À partir de là, nos agents sur le terrain
mobilisé tous les applicateurs de produits phyto que nous avons équipés, à qui nous assurons aussi la prestation donc, des applications sur le terrain. Donc les traitements ont commencé sur le terrain avec les applicateurs dans chaque zone. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 360 applicateurs sur le terrain, donc, qui font le traitement donc, des cacaoyers. Nous avons sensibilisé tous les producteurs, nous avons lancé des messages radio dans toutes les radios locales avec qui nous sommes partenaires. Et il y a un suivi quotidien qui est fait avec nos partenaires de l'ANADER, du ministère, du CNRA. Mais au fait, d'où vient ce mal? C'est des chenilles qui existent dans la nature avec le changement climatique, donc un déséquilibre de l'écosystème. Parce que naturellement, c'est des insectes chenilles qui sont contrôlés par d'autres insectes qui peuvent être des piqueurs qui donc s'attaquent à ces chenilles-là. Et aussi par des oiseaux, par d'autres organismes vivants. Ce changement de climat a fait qu'on a une explosion. Donc les ennemis naturels n'ont pas pu jouer leur rôle correctement pour ramener la population à un niveau non dommageable pour le cacaoyer. À ce jour, l'invasion des chenilles s'est véritablement déclarée sur une superficie totale de 3 593,5 hectares sur les 15 000 susceptibles d'être attaqués. Les zones concernées sont situées dans les départements de Thiès-Salé, d'Ivo et Tahabo. 2 semaines après le début de la lutte, le mal est en passe d'être circonscrit. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de traitement et je pense que les chenilles ont pratiquement diminué. Le mal circonscrit, la vigilance doit être entretenue au quotidien par les producteurs à travers une bonne pratique agricole. Il faut que les producteurs acceptent une fois pour toutes d'appliquer tout ce qui est bonne pratique agricole. Une parcelle qui est déjà propre, une parcelle, je suis d'accord, on enlève tout ce qui est débris, tout ce qui est cabosse pourri, tout ce qui est débris végétaux pourris. Une fois que vous enlevez tout ça de la parcelle, que la parcelle est bien aérée, ça permet déjà d'éliminer beaucoup de maladies, beaucoup d'attaques d'insectes. Ça, c'est d'abord la première des choses. Maintenant, évidemment, si d'aventure il y a des attaques, je pense que les producteurs doivent aussi faire le traitement dans la période indiquée, c'est-à-dire au mois de juin-juillet. Ça va réduire considérablement, bien sûr, les attaques de tous ces ennemis de cacaoyer. Coût de l'investissement pour l'éradication du mal, plus de 300 millions de francs CFA affectés à l'acquisition des insecticides et au traitement des vergers. Il faut absolument entretenir le verger pour un pays agricole à la base qui rêve grand. Mieux, il faut même une révolution verte. C'est d'ailleurs ce pourquoi milite la SODEFOR, la Société de développement des forêts, qui comptabilise aujourd'hui 50 années d'existence. Un tournant important qui sera marqué par des festivités qui ont été officiellement lancées dans la ville historique de Kong, dans le nord du pays. Une opération de reboisement dénommée Kong Ville Verte a été lancée. Elle vise à doter la ville d'une forêt communale de 4 hectares, le point de Kader Sogodogo. La Société de développement des forêts SODEFOR célèbre en cette année 2016 ses 50 ans. La SODEFOR a pour mission d'assurer l'équilibre forestier de la Côte d'Ivoire. Le pays, faut-il le rappeler, paie environ 200 000 hectares de forêt par an. Les causes sont connues. Agriculture extensive, sillage clandestin, création de campements, de villages, etc. Pour ce cinquantenaire, les communes doivent s'approprier les projets de reboisement. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour lancer un appel aux présidents des conseils régionaux et aux maires de notre cher pays. Je voudrais leur dire qu'avec le ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR se tient déjà à leur côté pour apporter son appui à tous leurs projets de verdissement de leur localité. À Kong, une forêt communale de 4 hectares existe désormais à travers ce planting d'arbres. Une action qui permet au ministre des Affaires présidentielles, par ailleurs maire de Kong, de lancer officiellement les festivités du cinquantenaire de la SODEFOR. Je déclare à ce jour le lancement de la célébration du cinquantenaire de la Société de développement des forêts SODEFOR, en souhaitant beaucoup de réussite à cette opération de reboisement dénommée Kong Ville Verte. Je vous remercie. L'apothéose du cinquantenaire de la SODEFOR est prévue pour le 15 septembre prochain. L'occasion sera donnée aux responsables de cette structure de dresser le bilan de 50 années d'existence. Ce 13h sur nos antennes, le magazine du dimanche s'est intéressé à la sûreté maritime et l'économie bleue. Spécialiste de la question, Abroulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, répondait aux questions d'Alvorassa. Un extrait de leur entretien.
L'économie bleue, il s'agit simplement de toute l'économie qui a trait à l'activité maritime, qui a trait aux océans, aux mers et aux cours d'eau. Et dans le cas de l'économie bleue, ce que je pourrais dire, pour être très très rapide sur le sujet, c'est que nous avons 3 niveaux de développement. Le niveau économie bleue, gestion de la surface maritime, gestion des fonds maritimes, enfin des fonds sous-marins, et gestion du sous-sol. Ce qui est la plupart du temps exploité par nos États, c'est la surface en matière de transport maritime. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis quelques années déjà, d'abord d'une infrastructure maritime suffisante à travers les ports que nous avons mis en place. Et en matière de sécurité, nous avons acquis depuis quelques années un certain nombre de moyens navals, que nous appelons des patrouilleurs, qui nous servent donc à sécuriser notre façade maritime. Maintenant, en ce qui concerne les aspects qui sont beaucoup plus larges que la façade maritime, donc dans le cadre de ce que nous appelons la zone économique exclusive, qui est une zone qui s'étend jusqu'à environ 400 km à l'intérieur des mers, nous mettons en place aujourd'hui une architecture qui devrait nous permettre d'assurer la surveillance, non seulement à travers des patrouilleurs, donc des bateaux, qui vont aller, ceux que nous avons peuvent aller en haute mer, mais nous essayons de mettre en place des bateaux beaucoup plus puissants, donc des patrouilleurs de haute mer, mais également une architecture satellitaire qui permettrait la surveillance. Le centre artisanal des poteries de Tanou-Sakasso a été inauguré hier par le ministre du Tourisme. L'établissement dispose désormais de 3 bâtiments flambant neufs. Ils ont été réalisés par le Fonds de développement touristique à la suite d'un incendie qui a ravagé l'ancien. Le compte-rendu de Charles Tatou. Tanou-Sakasso, dans la commune de Bouaké, après le passage de l'incendie au centre artisanal des potières du village. Le Fonds de développement touristique vient de le reconstruire avec 3 bâtiments flambant neufs. Un atelier de conception et de modélage d'argile rentrant dans la fabrication d'objets. Une salle d'exposition avec étagères et des armoires d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, plus bureaux et un four. La population est ivre de joie. Maintenant que tout est rétabli, on espère qu'on va atteindre notre vitesse de croisière. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et les autorités locales y ont effectué le déplacement pour l'inauguration. Une projection de diapo pour comprendre l'ampleur des dégâts causés par l'incendie et les efforts consentis par le ministère du Tourisme. Occasion donc pour les élus et cadres de louer l'action du gouvernement en faveur des artisans de leur région. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, le secteur touristique est en progression avec une contribution de 4,8% au PIB national. Cependant, indique le ministre, les efforts doivent se poursuivre afin que ce secteur devienne un véritable pourvoyeur d'emplois. L'une de mes ambitions fortes, booster le tourisme interne. Aujourd'hui, Tanou-Sakasso a bénéficié du concours du FDT, du Fonds de développement touristique. Demain, ce sera au tour de la région du Poro d'être appuyé. Et il en sera ainsi dans toutes les régions selon les moyens dont nous disposerons. Coupure du ruban et visite guidée des nouveaux bâtiments ont ponctué la cérémonie. Et puisque nous parlons d'économie artisanale, suivons ce focus sur ces entreprises de fabrication de jus d'ananas bio, made in Côte d'Ivoire. Elles sont visibles un peu partout dans la capitale économique, notamment à des carrefours et dans les marchés. Chaque unité de transformation artisanale dispose d'une architecture simple, une charrette, des bidons d'eau, un entonnoir et quelques sachets. Ici, la matière première, c'est bien sûr l'ananas. À la base, les vendeurs ambulants achètent ces ananas aux entreprises exportatrices qui jugent les fruits impropres pour l'exportation vers l'Europe parce que trop mûrs, du pain béni. Alors pour ces vendeurs locaux, ces jus bio sont appréciés par certains consommateurs en raison de leur prix bon marché et parce que c'est sans produits chimiques. D'autres par contre jugent l'activité peu hygiénique, un sujet de perpétuement commenté par Adama Kone. Ici, la matière première c'est l'ananas. L'unité de transformation est rudimentaire. Un pouce-pouce, un couteau, des bouteilles plastiques, des gants et des sachets. L'extraction du jus d'ananas se fait à la main. Pas besoin de centrifugeuse, la chair est pressée dans un sachet, puis le jus filtré par un entonnoir. Avec une expérience de 3 ans, Abou est l'un des doyens dans l'activité. Il positionne toujours son pouce-pouce sous cet arbre et il ne semble pas se plaindre de la recette. Ouais, il gagne un peu d'argent pour manger. Je donnais mon parent un peu d'argent.
Si je gagne un peu, c'est pour moi. Si je gagne beaucoup, c'est pour moi. Ces bouteilles de jus d'ananas sont à la portée de bien de consommateurs et à leur goût. À chaque arrêt, si je viens un peu maintenant, on dit « Ah, ton jus là c'est bon », j'apprécie beaucoup le jus. Donc c'est pour ça que j'arrête d'acheter le jus au supermarché, je viens payer sur le monsieur. Souvent, on me dit que non, quand tu es en forme, que si tu prends ananas, jus d'ananas là, c'est bon pour la santé, ça te fait maigrir. C'est pour cela chaque matin, je paye et je bois. Certains émettent des réserves, la conservation du produit les préoccupe. Ces gens de jus là, quand ils les payent là, c'est pas des jus en supermarché. C'est des jus naturels, tout prêt en même temps. Donc il faut les consommer le même jour. Parce que quand tu les laisses, ça se décompose. Par contre, d'autres n'osent pas acheter parce que les fumées des pots d'échappement, la poussière, la proximité des tas d'ordures leur enlèvent toute envie. Je n'achète pas ça parce qu'il faut contrôler l'hygiène. Bon, en général, ce sont des trucs qui sont rapides, on met au bord des routes et puis les gens prennent, il faut tenir compte de la santé. Donc je ne suis pas trop pour ça. Je n'ai jamais acheté parce que je trouve que ce n'est pas propre, ce n'est pas du tout hygiénique. À la consommation, c'est tout de suite qu'une diarrhée peut déclencher. Mais la personne même chez qui vous avez acheté, vous ne savez même plus où retrouver la personne s'il y a un problème. Entre activités rentables pour les vendeurs, utilité pour certains consommateurs et prudence chez les autres, le jus d'ananas continue de couler. Intéressons-nous maintenant au secteur des transports et de la logistique qui rencontre pas mal de difficultés en Afrique. Pour le rendre plus performant, une plateforme web vient d'être créée. Sa mission, faciliter les tâches de tous les acteurs des transports, comme nous le montre Éric Goret. L'assainissement du milieu du transport en Côte d'Ivoire est une priorité pour le gouvernement ivoirien et certaines structures intervenant dans le secteur. Les difficultés qui minent le secteur du transport sont liées au manque de communication, selon le directeur général du Haut Conseil des transporteurs. L'un des problèmes que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui était ce manque de communication. Le manque de communication entre celui qui a le véhicule et celui qui a la marchandise a créé beaucoup de problèmes. C'est pour remédier à cette situation que des réformes sont en cours. Nous sommes en train en ce moment de mettre en place une plateforme avec l'Office des chargeurs pour que véritablement la question de la gestion du fret, la question de la gestion des exploitations, la question de la compétitivité des entreprises soit réglée. À tout cela s'ajoute la création d'une plateforme web, une initiative de 3 jeunes de nationalité burkinabé, américaine et française. Bifasor est le nom de cette plateforme. Selon les créateurs, elle va améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement logistique et va aider les opérateurs du secteur maritime et terrestre à mener leurs activités de manière continue à moindre coût, avec l'information partagée entre les acteurs du transport et de la logistique en Afrique. Avec notre plateforme, il ne va pas se limiter seulement à son seul client qu'il connaissait, mais il aura l'opportunité, un éventail de choix entre des chargeurs. Et si avec le client A, il n'a pas de marchandises, il peut se retourner vers le client B, ce qui pourrait faire son affaire. Faire bénéficier au secteur du transport de tous les avantages du numérique et de l'Internet et adapter une stratégie qui va permettre aux différents acteurs de réduire leurs difficultés sont entre autres les missions de Bifasor. Dans l'actualité culturelle, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a reversé près de 115 millions de francs CFA à 869 ayants droit. Il s'agit des droits radio et télé. Plusieurs personnalités et hommes de culture ont reçu leur chèque au cours d'une cérémonie avant-hier au siège du Burida, Issa Yeo, Adama Kone. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, met à jour son calendrier de répartition des droits d'auteur. Pour le mois de juillet, plus de 114 millions de francs CFA des droits télé et radio sont à distribuer à 869 sociétaires. Sur ce montant, près de 90 millions de francs CFA ont été répartis. Les écrivains Maurice Bandama, Isaïe Biton Koulibaly, Assalfo du groupe Magic System, Annick Assemian et Rose-Marie Guiraud ont reçu leur chèque au cours d'une cérémonie au Burida. Pendant pas mal d'années, les artistes plasticiens ne touchaient rien et il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Toute l'équipe du Burida a énormément travaillé, je les salue beaucoup. C'est tout un ensemble de personnes qui sont conscientisées par le problème et puis je souhaite que ça continue. Le ministre Maurice Bandama profite de l'occasion pour exhorter les hommes politiques candidats aux différents postes électifs et qui utilisent les artistes dans les meetings à s'acquitter de leurs droits au Burida. Les hommes politiques en campagne qui exploitent
les œuvres des artistes ne payent pas leurs droits. Sans doute, par méconnaissance des mécanismes, nous les sensibilisons et nous voulons que ces artistes puissent vivre mieux. Bientôt, ce sont les élections législatives. Après, ce sont les élections municipales et régionales. Chacun des candidats qui exploite de la musique doit s'acquitter des droits de ses auteurs. Cette répartition est la 8e du genre que le Burida effectue au cours de cette année 2016. Et l'ensemble de la classe artistique et culturelle ivoirienne a rendu hier un autre hommage à Jules Chungu Wemba Diop Penekikumba, dit Papa Wemba, en présence de sa veuve ici à Abidjan. La mémoire de l'homme décédé le 24 avril dernier sur la scène du FEMUA a été saluée au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et le ministre de la Culture Maurice Kwaku Bandama. Cérémonie avant laquelle une messe d'action de grâce a été dite à l'église Sainte-Cécile en la mémoire du défunt. Hommage à Jules Chungu Wemba Diop Penekikumba, dit Papa Wemba, 3 mois après son décès. La mémoire du roi de la rumba est une fois de plus honorée au cours d'une cérémonie à Abidjan. Projection de films sur l'illustre disparu, témoignages et défilés des sapeurs marquent l'événement. Moment d'intenses émotions certes, mais de reconnaissance pour les membres de la famille du défunt. Il était de notre devoir que de revenir en Côte d'Ivoire pour remercier le peuple ivoirien, pour remercier le gouvernement ivoirien. Ce retour de la famille du chef du village Molokai est significatif. Cet acte vient mettre fin à toutes les supputations, les rumeurs et les calomnies qui ont suivi le décès de ce grand homme de culture. Bien avant l'hommage, une messe d'action de grâce a été dite à l'église Sainte-Cécile des 2 plateaux vallons par l'abbé Léon Sonzi afin de remercier les autorités ivoiriennes pour leur soutien. Papa Wemba est tombé sur scène à Noumabo, à Makori, notre commune. Il était important que nous soyons là avec les enfants de Makori, les magiciens, pour lui rendre encore et toujours un hommage. Il fallait qu'on vienne remercier d'abord l'Éternel, tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il faut rappeler que c'est le 24 avril 2016 que le roi de la rumba, Papa Wemba, est mort sur la scène du 9e festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, annonce que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour immortaliser l'artiste à Anoumabo. En image, ce nouvel épisode de violence aux États-Unis. 3 policiers ont été tués et 3 autres ont été blessés ce dimanche lors d'une fusillade à Baton Rouge, en Louisiane, aux États-Unis. C'est dans cette ville de Baton Rouge que la mort d'un jeune noir début juillet avait provoqué une vague d'indignation et de manifestations. L'un des tireurs à la base de cette fusillade serait mort et 2 autres pourraient être en fuite. Selon un communiqué du bureau du shérif local, les circonstances exactes de la fusillade ne sont pas encore connues, mais il semble qu'au moins 7 policiers auraient été visés par les tirs. En Turquie, 48 heures après le putsch avorté contre le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, des milliers de partisans du président sont de nouveau descendus dans les rues d'Ankara et Istanbul pour manifester leur soutien aux autorités. Le chef de l'État a participé au rassemblement d'Istanbul. Face à la foule, il a demandé au président américain d'extrader son vieil adversaire Fethullah Gülen qui vit en exil aux États-Unis, Kader Ouattara, Alexis Ouedraogo. Nouvelle démonstration de soutien pour Recep Tayyip Erdogan après le coup d'État manqué de ce vendredi. Les Turcs qui avaient été invités à manifester pour exprimer leur soutien aux autorités ont répondu à l'appel, surtout à Istanbul. Un rassemblement au cours duquel la foule a réclamé la tête des responsables du coup d'État manqué. Ce à quoi le chef de l'État lui-même présent a répondu en promettant à ses soutiens que la question de la peine de mort allait être soumise prochainement au Parlement. Pendant ce temps, une purge suivie d'un grand ménage continue dans le pays, au centre du courroux présidentiel Fethullah Gülen et ses supposés soutiens. 6000 personnes, des généraux, juges, procureurs ou encore soldats ont été mis en garde à vue. Cette tentative de putsch est marquée par son caractère inédit. Elle n'a pas été, contrairement au coup d'État précédent en Turquie, initié par le sommet de l'armée, mais par des généraux de brigade, des colonels, des chefs de gendarmerie. Du côté de la communauté internationale, si l'échec du coup d'État a été salué, la purge qui sévit actuellement dans le pays l'est moins.
Et pour terminer, n'oubliez pas, sur le coup de 22h, ne manquez pas sur nos antennes dimanche de foot. Ce soir, gros coup de projecteur sur le match Mohossou FC JCAT comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Le doc ivoire de DDF 33 tente de répondre à la question suivante. Qui sera champion de Ligue 1 cette saison? L'entrevue ce soir reçoit Bamba Ladji, ancien joueur de l'Africa Sport, l'homme par qui le scandale est arrivé à l'Africa Sport en 1994. Enfin, le Doc Inter revient sur la visite que DDF a rendue aux pros ivoiriens cette saison. Dimanche de foot, c'est également toutes les autres rubriques. On s'en fout, Pro News, les buts étrangers, un cocktail de foot à voir absolument sur RTI 1 avec Cathy Touré. Il est 20h30, moi j'en ai fini. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.